Racontez-moi un souvenir qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. Les souvenirs qui m'ont le plus marqué, c'est quand j'étais interne en Algérie à la fin de la guerre. J'étais interne au lycée d'Oran, au lycée La Mauricière, qui s'appelle maintenant le lycée Pasteur. Et là, j'ai des souvenirs qui sont des souvenirs un peu glacés, glaçants aussi, parce que la ville européenne était aux mains de l'OAS, qui s'est déchaînée à Oran comme nulle part ailleurs. Et là, j'ai vu des choses tout à fait horribles pour un adolescent de 17 ans, éviter de buter contre des cadavres d'Algériens qui par malchance étaient passés par là. Peut-être dans cette catégorie de souvenirs terribles de ces derniers moments à Oran, c'est le lynchage de quelqu'un. Le lynchage de quelqu'un qu'une voiture de l'OAS avait amené au bout de la rue où tout le monde se promenait, la rue d'Arzeux. Avait sorti un type de la voiture avec marqué OAS un peu partout, et il avait balancé dans la foule en disant il faut le liquider. Et là, devant mes yeux de 17 ans, cet homme a été lynché à mort. Voilà, le souvenir le plus fort, le plus terrible. Il y en a bien d'autres, plus heureux, heureusement. Depuis combien de temps votre famille était installée en Algérie et d'où venait-elle ? L'ancêtre était un petit paysan du Tarn qui a été chassé par la misère et qui est arrivé en Algérie à la fin des années 1840. Voilà. Donc il a débarqué à Mostaganem, justement, et où il est resté quelque temps. Je crois que c'était en 1848 ou quelque chose comme ça. Comme c'était en 1948, ou immédiatement après, il y a comme des légendes qui ont couru un petit peu dans la famille, pensant que même venant du fin fond du Tarn, il avait pu être influencé par les idées révolutionnaires de 1948. En vérité, pas du tout. C'était un petit paysan chassé par la misère. Voilà. Et qui a débarqué en 1948 et à Mostaganem. Et puis, il s'est fait embaucher comme conducteur comme charretier, conducteur de chars, de chars, pas de chars d'assaut, de carrioles, et qui accompagnait en vérité la pénétration progressive des régions qui avaient été conquises par la France. Et c'est donc comme ça qu'il est arrivé à Tiaret. Et Tiaret, c'est une ville au climat très sain. C'est à 1100 mètres d'altitude. Il y fait très chaud l'été et il y fait très froid l'hiver, mais c'est un climat très sain. Et ma foi, ça lui rappelait peut-être le Tarn, j'en sais rien. En tous les cas, il a décidé de s'installer là. Et on lui a donné une concession de terre d'une quinzaine d'hectares. Voilà, il avait débarqué avec femme et enfants. Qu'en est-il de vos parents ? Quelle profession exerçaient-ils en Algérie ? Alors, je continue un petit peu l'histoire de la famille dans la foulée, là, parce que on arrive à l'issue de ça, à la profession de mes parents. Donc, le fils de celui du premier, donc mon trisaïeul, lui a fait progresser le domaine. C'était donc dans les années 1860, 1880, et à partir de là, et jusque dans les années 1930, il y avait les lois de la colonisation qui s'appliquaient, qui permettaient la confiscation des terres, pour dire les choses très simplement. Si bien que le deuxième Jacques, parce que voilà, le premier s'appelait Jacques, son fils aîné s'appelait Jacques, etc., etc. Moi, étant le dernier fils aîné de l'histoire, je m'appelle Jacques aussi. Mon fils qui est né en France, je ne l'ai pas appelé Jacques, parce que c'était une rupture, en quelque sorte. Mais bref. Et donc, mon trisaïeul, le deuxième Jacques, lui, a
augmenté son domaine beaucoup, et puis ça a continué, et mon grand-père, le troisième Jacques, était devenu un gros colon, qui avait, dans les années 1930, qui avait près de 5000 hectares. Il possédait près de 5000 hectares, c'est donc un gros colon. Et donc, moi j'ai grandi, alors bon, mon père évidemment a eu sa part d'héritage, mais il y avait plein d'enfants, et puis mon père a fait de très mauvaises affaires, c'était pas du tout c'était pas une de ses qualités, ou peut-être, enfin, c'est une de ses caractéristiques. Voilà. Mais en tous les cas, moi j'ai grandi dans un milieu très favorisé de fils de colons. Comment vous définiriez le colon, justement ? Ça a beaucoup évolué. Le mot colon a recouvert des réalités qui ont été très différentes à la mesure du temps. Je crois que les premiers colons qui sont arrivés, sans doute, le premier Jacques ou mon trisaïeul, sont des gens qui ont travaillé comme des fous et dans des conditions souvent terribles. Il y a énormément de récits maintenant qui sont faits de ces premiers colons qui ont renoncé ou qui sont morts dans la misère. Voilà. Et donc là, pour le coup, ces premiers colons ont été dans des situations assez dramatiques, sans doute. En tous les cas, ça s'est vite passé. Et après, les colons, ceux qui avaient réussi, entre guillemets, étaient dans des situations très privilégiées. En tant qu'enfant, puisque vous étiez encore enfant, vous aviez conscience à l'époque des différences, des inégalités qu'il pouvait y avoir entre des personnes de votre famille et par exemple les personnes qui travaillaient pour eux ? J'avais une bande de rue. Et ça c'est une caractéristique au terrestre. Ça tient peut-être à mon caractère, peut-être à l'influence de mes parents qui étaient des gens très ouverts et fondamentalement antiracistes, ce qui m'a personnellement terriblement aidé par la suite. Ma bande de rue n'était pas composée d'enfants de la même classe de colons que moi. Et ma bande de rue, c'était une bande très mélangée, où il y avait des juifs, un juif, deux arabes, un français et un espagnol, et un cousin à moi. Donc c'était une bande, une petite bande où on faisait tous nos coups ensemble. Et je mesurais bien, évidemment, que chez eux, c'était pas comme chez moi. Chez moi, il y avait des domestiques, il y avait une belle maison avec un jardinier, etc., etc. Chez eux, non. Et notamment, on était une fois chez le français de la bande, excepté mon cousin et moi, dont le père était ouvrier à l'EGA. L'EGA, c'était l'électricité et le gaz d'Algérie. Et à ma surprise, à mon étonnement, la famille habitait une pièce en terre battue. Alors ça, je disais, mais c'est pas possible, c'est des Français. Pour les copains arabes qui étaient dans la même situation, ça ne me choquait pas, en quelque sorte, c'était normal. Donc, à côté de ce que je disais tout à l'heure, cette bande mélangée, oui, je mesurais, mais je n'avais pas vraiment conscience du pourquoi de la chose. Je mesurais évidemment la différence, mais sans avoir suffisamment de recul pour analyser la chose et essayer de chercher d'où ça venait. Que pensez-vous de l'amalgame qui peut être fait, comme quoi tous les pieds noirs seraient des colons ? Bon, premier point, c'est que c'est évident. C'est évident, la grande masse des Européens d'Algérie, comme on disait, étaient des gens modestes. Le salaire moyen en Algérie des Européens était inférieur au salaire moyen en France, etc. Même s'ils avaient une situation privilégiée par rapport
à la masse des colonisés, du peuple colonisé, ils étaient dans une situation, c'était loin d'être des possédants. Ça, c'est, on a scié ce point. Maintenant, quand on a débarqué d'Algérie, quand les Européens algériens ont débarqué d'Algérie, qui sont devenus des pieds noirs, eh bien, ils portaient cette double étiquette dans le dos. Sueur de Bournos et puis OAS. On avait cette double étiquette, qu'on le veuille ou non. Et donc ça explique beaucoup, je crois, le fait que d'une part on était mal reçu et que d'autre part on n'a pas beaucoup attaché d'importance au fait que cette masse-là était très disparate et qu'à côté d'une minorité de colons dont ma famille était, il y avait une majorité de gens qui étaient très modestes, de conditions très modestes. Et ça, évidemment, on l'a évacué. Et peu de choses ont été faites pour contrebalancer cette idée qui était reçue. Ça, c'est un point malheureusement qu'il faut souligner. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de l'école en Algérie ? De l'école primaire, oui. De l'école primaire, je me rappelle très bien de l'école primaire, j'ai retrouvé d'ailleurs des photos, une photo de l'école primaire, on était 51 dans la classe. Et j'ai grandi avec le cousin qui faisait partie de la bande, on a le même âge, et on a toujours été ensemble, on l'est encore. et donc, au premier classement, on était 50e et 51e. On était les derniers de la classe. Et là, donc c'était au début des années 50, l'école primaire avait été ouverte aux Arabes, pour dire les choses simplement, si bien que dans les 51 élèves, il y avait, je crois, une petite majorité, c'était moitié-moitié. Et voilà, et c'était rigolo, on était dernier, avant-dernier. Voilà, ça c'était l'école primaire. Ensuite, j'étais au collège de Tiaret. Là, au collège, il y avait beaucoup moins d'Arabes, beaucoup moins. Et puis, les 2 dernières années, j'étais interne au lycée d'Oran, et là, il n'y avait plus un Arabe. C'était Oran, la folle de l'OS, donc ça peut sans doute contribuer, mais ça recouvre une réalité. Cette réalité-là, c'est que les enfants de la population colonisée, les arabo-berbères, l'école ne leur était pas très ouverte, excepté à partir des années 50, l'école primaire. Non, c'est terrible quand on mesure ça. On comprend, là pour le coup, les statistiques qui ont été faites sur je crois qu'on parle de plus de 85% de personnes qui étaient analphabètes. Alors, quelle est votre Madeleine de Proust, vraiment le plat que vous dégustez en vous rappelant de l'Algérie? C'est beaucoup les malfouf. Je ne sais pas si vous connaissez les malfouf. Les malfouf, ce sont des brochettes qui sont absolument formidables. C'est des brochettes qu'on fait quand on tue un agneau pour faire le méchoui. On garde précieusement le foie et le péritoine, la voilette. Et donc ces brochettes sont d'une simplicité étonnante. On fait revenir le foie très vite pour éviter qu'à la découpe, il ne saigne trop. Et on découpe des cubes de 2 cm de côté. Et on sale, on poivre, c'est tout. Et on enrobe ces cubes de foie dans le péritoine, séparément, et simplement cuit à la braise, en ayant une braise vive, de manière à ce qu'à un moment, tout s'enflamme, il faut retirer, le retourner, etc. Et ça, c'était formidable. Ça, j'en fais encore aujourd'hui, du coup. Alors, racontez-moi dans quelles circonstances vous avez quitté l'Algérie. Je revois le voyage en car de Tiaret. Tiaret, c'était à 250 km d'Oran.
Et c'était des cars magnifiques. C'était des cars où tout le monde s'entassait, où il y avait des poules, des couffins de tous les côtés, etc. Ça parlait, c'était extraordinaire. Le car mettait, pour faire ses 250 km, il mettait des heures et des heures. Il s'arrêtait partout, des gens montaient, descendaient, etc. J'aimais beaucoup ça. Et puis, arrivé à Oran, le chauffeur dit, il arrête le car, il dit, comment je vais faire? Oran, c'est coupé en deux. D'un côté, il y a la ville européenne qui est au main de l'OAS. De l'autre côté, il y a la ville arabe qui est au main du FLN. Comment je vais faire? Là, vous voyez, vous êtes mélangés. Comment je fais? Et je vais essayer de passer à la frontière. Et puis, quand j'estimerai que c'est le moment, ben je dirai aux Arabes de descendre de ce côté, ou aux Français de descendre de l'autre. Et c'est comme ça, voilà. Et moi, ce souvenir, le souvenir de ce voyage m'aime beaucoup, parce qu'il y avait à la fois cette espèce j'allais dire, de fraternité, pas de la fraternité, mais enfin, de mélange heureux qui était dans le car avant d'arriver au Oran, et puis cette fin brutale et tragique. Racontez-nous cette arrivée en métropole et qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les mois qui ont suivi? On est arrivé, on a débarqué à Marignane et là on était passé la nuit chez des amis de Tiaret, enfin des gens de Tiaret qui étaient à Marignane, je crois, qui habitaient à Marignane. Voilà. Et le lendemain matin, moi je suis parti à Paris en stop parce que, rejoindre mes sœurs et mon grand-père, ma grande famille paternelle qui était à Paris. Et mes sœurs étaient étudiantes à Paris, donc je suis monté en stop à Paris. Voilà. Et une de mes sœurs m'a laissé sa chambre de bonne, sa chambre d'étudiante. Puis elle a été vivre avec son petit copain. Bonne affaire. Et là, je suis resté pendant... Donc c'était en avril, peut-être, avril 62. Et là, j'ai aucun souvenir précis de ce moment-là. J'étais dans un brouillard ou dans un vide complet. J'étais incapable de penser à quoi que ce soit, d'analyser quoi que ce soit, simplement... pour moi, c'est un vide, un trou. Mais est-ce que ça vous a fait mal de quitter l'Algérie? Je n'en avais pas conscience. Pas vraiment. Non, si vous voulez, toute cette période-là, pendant tous ces moments, je subissais la vie plus qu'autre chose. Je subissais sans comprendre, sans adhérer à quoi que ce soit vraiment. Voilà. Et puis, cette arrivée à Paris, ce séjour, ce moment-là qui a duré 2 mois, pour moi, c'est un trou. Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment d'être en France chez vous? Que je le veuille ou non, je suis en France chez moi. Mais oui. Oui, bien sûr, je suis en France. J'entends participer à la vie. À la vie en France, aux débats, qu'ils soient des débats d'ordre politique, sociétaux, etc. Oui, je suis en France et donc j'y suis complètement. En même temps, je suis fils d'Algérie, je suis enfant d'Algérie et par là, j'ai une proximité, une complicité et puis beaucoup d'attachement aux autres enfants d'Algérie qui sont ici, en France. Et il y a quelque chose là, pour le coup, qui pour moi est absolument essentiel, c'est de se battre contre le racisme, dont les autres enfants d'Algérie sont les victimes. Et voilà, et quand on voit aujourd'hui ressurgir en France des idées qu'on croyait éteintes,
d'exclusion des autres, de haine de l'étranger, quand on voit ressurgir les thèses glorifiant la France coloniale, l'Empire français, etc., mais c'est terrible. C'est comme si, pour le coup, les travaux des historiens et des sociologues, etc., n'avaient pas compté. Comme si on restait à penser aussi bêtement qu'on pouvait penser il y a 60 ans. Voilà, et donc moi ça me glace, et de voir que ça s'est porté, il faut bien le dire, par une extrême droite en France qui s'affiche de plus en plus. Moi, non seulement ça me révulse, mais ça me fait peur.